Imaginez. Vous vous trouvez dans les couloirs ombragés de l'Alcazar de Madrid, par une étouffante matinée d'été de 1665. L'air est chargé d'encens et d'une odeur métallique de chiffons imbibés de sang. À travers les lourdes portes en chêne, vous entendez la respiration laborieuse d'une femme en couche. Mais cette naissance n'est pas ordinaire. C'est l'aboutissement de près de 2 siècles de catastrophes génétiques calculées. Un moment où l'obsession de la dynastie des Habsbourg pour la pureté de la lignée allait enfin se manifester en chair et en os. La femme qui crie derrière ses portes est la reine Marianne d'Autriche, nièce et épouse du roi Philippe IV d'Espagne. Oui, vous avez bien entendu, nièce et épouse. L'homme qui arpente le sol de marbre à l'extérieur n'est pas seulement son mari et roi, mais aussi son oncle, de 30 ans son aîné. L'enfant qui lutte pour venir au monde sera Charles II d'Espagne, et son existence même incarnera les conséquences monstrueuses de la consanguinité royale poussée à sa conclusion logique et terrifiante. On sent la peur s'infiltrer des murs comme l'humidité. Les courtisans chuchotent à voix basse, leurs pantoufles de soie émettant à peine un bruit tandis qu'ils traînent nerveusement les pieds. Ils savent, comme tout le monde au palais, que la lignée des Habsbourg d'Espagne est au bord de l'extinction. Les précédents héritiers, Philippe Prospérité et Marie-Thérèse, étaient morts jeunes, leur corps trop faible pour survivre. Aujourd'hui, tandis que les cris de la reine résonnent dans les couloirs, le destin d'un empire est en jeu. Mais la véritable horreur ne réside pas seulement dans cet instant précis, mais dans le siècle et demi de choix délibérés qui y ont conduit. Chaque mariage, chaque alliance politique scellée par le sang, chaque décision de marier cousin à cousin ou oncle à nièce, a été un pas vers cette catastrophe inévitable. Les Habsbourg ne sont pas tombés dans le désastre génétique. Ils l'ont orchestré avec la précision d'une marche funèbre. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes, venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. L'histoire de Charles II ne commence pas par sa naissance, mais par son ascendance à un arbre généalogique si complexe qu'il ressemble davantage à une toile d'araignée qu'à des branches tendues vers le soleil. Pour comprendre l'ampleur des événements survenus dans ce palais madrilène, il faut d'abord remonter aux origines du pouvoir des Habsbourg et retracer la destruction méthodique du patrimoine génétique humain qui allait s'étendre sur plusieurs générations. La dynastie des Habsbourg a pris de l'importance au XIIIe siècle. Mais leur véritable expérience génétique a véritablement débuté avec l'empereur Maximilien Ier, à la fin du XVe siècle. Maximilien avait compris ce qui allait devenir la devise familiale, Bella Gérant Ali, tu Félix Austrianub. Laisse les autres faire la guerre, toi, heureuse Autriche, épouse-toi. Le mariage n'était pas une question d'amour, ni même d'alliance politique au sens traditionnel du terme. Il s'agissait d'accumuler du pouvoir par le sang tout en le limitant au cercle familial. La stratégie fonctionna brillamment au début. Grâce à une série de mariages soigneusement orchestrés, les Habsbourg prirent le contrôle de vastes territoires à travers l'Europe. Lorsque Charles Quint hérita du trône en 1519, l'empire des Habsbourg s'étendait de l'Espagne à l'Autriche, des Pays-Bas à Naples. Le soleil ne se couchait littéralement jamais sur les domaines des Habsbourg. Mais alors même que leur pouvoir politique atteignait son apogée, les fondements génétiques se fragilisaient déjà. Charles Quint lui-même était issu d'un mariage entre cousins germains, ses parents, Philippe Ier de Castille et Jeanne de Castille, partageaient des grands-parents. Lorsque Charles Quint abdiqua en 1556, il partagea son immense empire entre son fils Philippe II, qui régnerait sur l'Espagne, et son frère Ferdinand Ier, qui régnerait sur l'Autriche. Cette division s'avéra cruciale, créant 2 lignées de Habsbourg distinctes mais étroitement liées, qui allaient se marier systématiquement entre elles au cours du siècle suivant. Philippe II d'Espagne devint l'artisan du déclin génétique de la dynastie. Marié 4 fois, il comprit que pour maintenir la domination des Habsbourg, il devait se marier au sein de la famille. Sa première épouse, Marie-Manuelle de Portugal, était sa cousine germaine. À la mort de celle-ci en couche, il épousa Marie d'Angleterre,
une alliance politique qui fit de lui un bref règne. Après la mort de Marie, il épousa Élisabeth de Valois, une princesse française, une rare rupture avec la tradition familiale. Mais son quatrième et dernier mariage la mena à un désastre. En 1570, à l'âge de 43 ans, Philippe II épousa sa nièce, Anne d'Autriche, âgée de 20 ans. Fille du beau-frère de Philippe, l'empereur Maximilien II, Anne était non seulement sa nièce, mais aussi sa cousine germaine. De leur union naquit le futur Philippe III, né en 1578. Et c'est cet enfant qui allait transmettre le fardeau génétique à la génération suivante. Les mathématiques de la consanguinité sont aussi précises que terrifiantes. Les populations humaines normales ont un coefficient de consanguinité proche de 0. Les cousins germains qui se marient ont un coefficient de 0,0625, ce qui signifie que leurs enfants ont 6,25% de chances supplémentaires d'hériter de copies identiques de gènes récessifs nocifs. Mais les Habsbourg ne se contentaient pas de la consanguinité sur une seule génération. Ils la pratiquaient systématiquement sur plusieurs générations. Philippe III, né de l'union d'un oncle et d'une nièce, hérita d'un coefficient de consanguinité déjà élevé au-delà des limites de sécurité. Au moment du mariage, la famille redoubla d'efforts génétiques. En 1599, Philippe III épousa Marguerite d'Autriche, sa cousine germaine, mais aussi la sœur de sa belle-sœur. Leur fils, Philippe IV, né en 1605, naquit avec un coefficient de consanguinité dangereusement élevé. La mâchoire de Philippe IV présentait déjà les signes révélateurs de la lèvre des Habsbourg, une mandibule inférieure protubérante qui rendait l'alimentation et la parole difficiles. Ses capacités mentales, sans être gravement compromises, montraient des signes subtils de déclin cognitif qui allaient s'accentuer dans les générations suivantes. La lèvre des Habsbourg, ou prognatisme mandibulaire, est un marqueur visible de la détérioration génétique de la famille. Les portraits contemporains des souverains Habsbourg témoignent de cette progression progressive. Les premiers empereurs, comme Maximilien Ier, ne présentent que des signes légers. Sous Charles Quint, la difformité est clairement visible, mais pas encore invalidante. Les portraits de Philippe II révèlent une mâchoire plus prononcée, tandis que celle de Philippe III est nettement avancée. Ce n'était là que des avant-goûts de la catastrophe génétique qui attendait la génération suivante. Le règne de Philippe IV, 1621 à 1665, coïncida avec le déclin progressif de l'Espagne, qui quitta alors sa puissance impériale. Des facteurs politiques et économiques contribuèrent à ce déclin, mais les difficultés personnelles du roi face aux effets de la consanguinité ne peuvent être ignorées. Ces difficultés d'élocution affectèrent clairement sa capacité à communiquer avec ses conseillers et dignitaires étrangers. Ces problèmes de santé récurrents, notamment des crises d'épilepsie et une fatigue chronique, influencèrent ses prises de décision à des moments cruciaux de l'histoire espagnole. Mais la contribution la plus significative de Philippe IV au désastre génétique des Habsbourg fut le choix de son épouse. En 1649, à l'âge de 44 ans, il épousa sa nièce de 15 ans, Marianne d'Autriche. Marianne était la fille de la sœur de Philippe IV, Marianne d'Espagne, et de l'empereur Ferdinand III d'Autriche. Philippe IV était donc à la fois l'oncle de Marianne, son cousin germain au second degré, et son parent par de multiples autres lignées. Ce mariage témoigne de l'engagement total de la famille des Habsbourg dans son expérience génétique. Marianne avait initialement été fiancée au fils de Philippe IV, le prince Balthazar Charles. Mais à la mort du prince en 1646, la famille la réattribua simplement à son père. La différence d'âge de 29 ans n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était la pureté du sang et l'héritage au sein du cercle familial. Les récits contemporains décrivent Mariana comme une jeune femme fragile et nerveuse, aux prises avec les responsabilités de la royauté. Née en 1634, elle avait été élevée à la cour d'Autriche dans l'espoir d'épouser un membre de la famille. Mais la réalité de devenir reine de son propre oncle s'avéra accablante. Les observateurs de la cour remarquèrent ses fréquentes maladies, ses difficultés à parler en public et sa tendance à la mélancolie ou autant de symptômes qui se manifesteraient plus tard avec aggravation chez son fils. L'union de Philippe IV et de Marianne d'Autriche donna naissance à plusieurs enfants, mais la plupart moururent en bas âge. Marie-Thérèse,
né en 1638 du premier mariage de Philippe, atteignit l'âge adulte et fut donné en mariage à Louis XIV de France dans le cadre d'un traité de paix. Philippe Prosper, né en 1657 de son union avec Marianne, fut salué comme l'héritier du trône d'Espagne, mais sa santé fut précaire dès sa naissance. La courte vie de Philippe Prospero offre un aperçu des horreurs qui attendaient la génération suivante. Né après de multiples fausses couches et mort-né, il était faible et maladif dès son premier souffle. Les récits contemporains décrivent un enfant qui peinait à marcher, parlait difficilement et souffrait de fréquentes crises d'épilepsie. Son système immunitaire était si affaibli que des maladies infantiles courantes ont failli le tuer à plusieurs reprises. Lorsqu'il succomba finalement à la maladie en 1661, à l'âge de 4 ans, la cour espagnole se retrouva désespérément à la recherche d'un héritier. La pression exercée sur la reine Marianne pour qu'elle donne naissance à un autre fils était immense. L'Empire espagnol, déjà affaibli par des défaites militaires et un déclin économique, avait besoin d'un dirigeant fort pour maintenir sa position sur la scène politique européenne. Mais les probabilités génétiques étaient élevées pour tout enfant né de l'union de Philippe IV et de Marianne. Leur coefficient de consanguinité était si élevé que toute progéniture risquait fortement de souffrir de maladies génétiques, de malformations physiques et de déficiences mentales. Dans ce contexte de désespoir et de catastrophe génétique, Charles II d'Espagne naquit le 6 novembre 1665. L'accouchement fut difficile et prolongé, et la reine Marianne connut des complications qui faillirent coûter la vie à la mère et à l'enfant. Lorsque le nourrisson émergea enfin, les médecins et les sages-femmes présents reconnurent immédiatement que quelque chose n'allait pas du tout. L'apparence de Charles II à la naissance était choquante, même selon les critères des Habsbourg. Sa tête était disproportionnée, ses membres faibles et sous-développés, et ses traits du visage gravement déformés. La lèvre des Habsbourg, qui s'était progressivement détériorée au fil des générations, atteignit son apogée sous Charles II. Sa mâchoire inférieure était si avancée que ses dents ne se rejoignaient pas correctement, l'empêchant de mastiquer efficacement les aliments solides. Mais ces malformations physiques ne furent que le début de ses souffrances. Son développement mental fut sévèrement retardé et il ne prononça ses premiers mots qu'à l'âge de 4 ans. Même à cette époque, son langage était quasiment inintelligible en raison de sa malformation de la mâchoire et de ses troubles cognitifs apparents. Il ne put marcher sans assistance avant l'âge de 8 ans, et ses capacités motrices restèrent gravement compromises toute sa vie. Les médecins de la cour, formés aux connaissances médicales du XVIIe siècle, ignoraient tout de la génétique et des fondements scientifiques de l'état de Charles II. Ils attribuaient ces problèmes à des causes surnaturelles, à des malédictions politiques ou à une punition divine. Certains invoquaient le régime alimentaire de sa mère pendant sa grossesse, d'autres suggéraient que des esprits maléfiques avaient possédé l'enfant. L'explication la plus courante était que Dieu punissait la famille royale espagnole pour ses péchés. La réalité était bien plus banale, mais tout aussi terrifiante. Charles II était le résultat inévitable de près de 2 siècles de consanguinité systématique. L'analyse génétique moderne de l'arbre généalogique des Habsbourg révèle que Charles II présentait un coefficient de consanguinité de 0,254, supérieur à celui des enfants nés de frères et sœurs. En termes génétiques, il était plus consanguin que si ses parents avaient été frères et sœurs. Ce niveau extrême de consanguinité signifiait que Charles II hérita de copies identiques de gènes récessifs de ses 2 parents à un rythme sans précédent. Chaque mutation néfaste accumulée dans la lignée des Habsbourg au fil des siècles se manifesta dans son corps torturé. Il souffrait de ce que la médecine moderne reconnaîtrait comme de multiples maladies génétiques, dont un prognatisme mandibulaire, une déficience intellectuelle, l'épilepsie et divers troubles métaboliques. La cour espagnole peinait à maintenir l'illusion que Charles II était un héritier normal et en bonne santé. Les portraits officiels étaient soigneusement composés pour minimiser ses difformités, et les cérémonies de cour étaient chorégraphiées pour dissimuler ses limitations physiques et mentales. Les ambassadeurs étaient formés à interagir avec le roi de manière à ne pas embarrasser la famille royale ni à révéler l'étendue de son handicap. Mais des rumeurs se répandirent dans les cours européennes au sujet du roi fou d'Espagne. Les diplomates rapportèrent à leur souverain le comportement étrange de Charles II, son incapacité à tenir des conversations normales et ses fréquentes crises d'épilepsie. Certains le décrivaient comme plus animal qu'humain,
bavant de manière incontrôlable et émettant des sons incompréhensibles au lieu de parler. On ne peut qu'imaginer l'impact psychologique que Charles II subit. Prisonnier d'un corps qui le trahissait à chaque instant et entouré de courtisans qui le traitaient comme un enfant dangereux, il développa une profonde paranoïa et une méfiance envers son entourage. Il se convainquit d'être constamment menacé par des empoisonneurs et des assassins, ce qui le conduisit à des rituels de dégustation élaborés et à une peur obsessionnelle de la solitude. Son régime alimentaire se limitait aux aliments faciles à avaler sans mâcher, bouillon, porridge et autres substances liquides ou semi-liquides. Même ces aliments lui causaient des difficultés, car sa malformation de la mâchoire rendait la déglutition difficile. Il resta d'une maigreur douloureuse toute sa vie, son corps étant incapable d'extraire les nutriments nécessaires des aliments limités qu'il pouvait consommer. La question du mariage de Charles II devint une crise pour la monarchie espagnole. Le roi devait donner naissance à un héritier pour perpétuer la lignée des Habsbourg, mais son état physique et mental rendait douteux qu'il puisse remplir les conditions fondamentales du mariage. Les négociations matrimoniales internationales devinrent des opérations de tromperie, les diplomates espagnols tentant d'arranger des unions sans révéler l'étendue des handicaps du roi. En 1679, alors âgé de 14 ans, Charles II épousa Marie-Louise d'Orléans, princesse française et nièce de Louis XIV. Marie-Louise était jeune, belle et en bonne santé, ou tout ce que Charles II n'avait pas. Ce mariage était censé renforcer l'alliance entre la France et l'Espagne, mais il était voué à l'échec dès le départ. Les récits contemporains du mariage décrivent une cérémonie étrange au cours de laquelle la mariée, adolescente, semblait terrifiée par son mari, tandis que Charles II semblait à peine conscient de ce qui se passait. Il eut du mal à se tenir debout tout au long de la cérémonie et nécessita l'aide constante de ses assistants. La consommation du mariage fut retardée de plusieurs mois en raison des limitations physiques de Charles II et de son apparente incompréhension des relations conjugales. Les lettres de Marie-Louise à sa famille en France offrent un aperçu poignant de sa vie d'épouse de Charles II. Elle le décrit comme « plus mort que vivant », incapable de tenir des conversations normales ou de participer aux activités de la cour. Elle décrit sa salivation constante, ses crises d'épilepsie et sa tendance à parler par fragments inintelligibles. Plus tragique encore, elle décrit sa certitude croissante qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant. Le mariage dura 10 ans sans laisser d'héritier, et la santé de Marie-Louise se détériora sous le stress de la situation. Elle mourut subitement en 1689, à l'âge de 26 ans. Beaucoup soupçonnèrent un empoisonnement, compte tenu des tensions politiques entourant la succession d'Espagne, mais les historiens modernes pensent qu'elle mourut probablement des conséquences psychologiques et physiques de son mariage impossible. Le second mariage de Charles II, avec Marie-Anne de Neuberg en 1690, fut encore plus désespéré. Marie-Anne était une princesse allemande, et ce mariage s'inscrivait dans un réseau complexe d'alliances visant à empêcher la domination française sur l'Europe. Mais, comme son premier mariage, cette union ne permit pas de donner naissance à l'héritier dont l'Espagne avait désespérément besoin. Les récits de Maria Anna sur sa vie avec Charles II brossent un tableau encore plus troublant que ceux de sa première épouse. Elle le décrit comme de plus en plus paranoïaque et sujet à des accès de violence. Il passait des heures à se regarder dans les miroirs, apparemment fasciné par son propre reflet. Il développa des rituels obsessionnels autour de la nourriture, des vêtements et des activités quotidiennes, devenant furieux si ses routines étaient perturbées. L'état mental du roi continua de se détériorer tout au long de sa vingtaine et de sa trentaine. Il se convainquit d'être victime d'une malédiction et dépensa des sommes colossales en exorcistes et en cérémonies religieuses destinées à briser le prétendu sortilège. Il restait debout des heures devant des reliques religieuses, priant pour une intervention divine afin de guérir ses maux. Sa dévotion au catholicisme devint extrême, même selon les critères de la cour espagnole, profondément religieuse. Physiquement, Charles II vieillit rapidement. À 20 ans, il paraissait plus vieux que son âge chronologique. Ses cheveux devinrent clairsemés et grisonnants, sa peau prit une pâleur maladive, et son corps, déjà affaibli, se fragilisa progressivement. Il souffrait de troubles digestifs chroniques, d'infections fréquentes et d'une foule d'autres affections que son système immunitaire affaibli ne parvenait pas à combattre efficacement. Pendant ce temps, l'Empire espagnol poursuivait son déclin sans un leadership fort de la monarchie.
Les gouverneurs provinciaux et les commandants militaires peinaient à maintenir l'ordre. Les problèmes économiques s'aggravaient avec le déplacement des routes commerciales et la baisse des revenus coloniaux. Les puissances étrangères tournoyaient comme des vautours, guettant l'effondrement inévitable de la ligne des Habsbourg espagnols. La guerre de succession d'Espagne se profilait à l'horizon, tandis que les puissances européennes manœuvraient pour prendre position en prévision de la mort de Charles II. L'incapacité manifeste du roi à donner un héritier signifiait que le trône d'Espagne passerait finalement à une dynastie étrangère, modifiant ainsi fondamentalement l'équilibre des pouvoirs en Europe. Charles II était pleinement conscient de sa situation. Malgré ses limitations mentales, il comprenait qu'il était le dernier de sa lignée et que sa mort déclencherait une guerre continentale. Cette conscience ajoutait à son tourment psychologique, alors qu'il peinait à assumer le poids de la responsabilité d'un empire qu'il était incapable de gouverner efficacement. Sa cour devint un théâtre surréaliste de décadence, où des cérémonies élaborées se poursuivaient autour d'un roi qui pouvait à peine y participer. Des ambassadeurs étrangers rapportèrent des scènes étranges où Charles II restait assis en silence pendant de longs dîners d'État, bavant dans sa nourriture et émettant parfois des sons incompréhensibles. Des musiciens de la cour jouaient des compositions complexes tandis que le roi regardait droit devant lui, apparemment inconscient de la musique. La noblesse espagnole, tiraillée entre sa loyauté envers son roi et la reconnaissance de son inaptitude à gouverner, développa des systèmes de gouvernance élaborés qui fonctionnaient autour de Charles II plutôt que par son intermédiaire. Les décisions importantes étaient prises par des conseils et des conseillers, le rôle du roi se réduisait à des apparitions cérémonielles et à l'autorité symbolique de sa présence. Les pratiques religieuses prirent une place de plus en plus centrale dans la vie de cour, chacun du roi au plus humble serviteur en cherchant l'intervention divine dans sa situation difficile. La chapelle royale était le théâtre de messes, de prières et de cérémonies incessantes destinées à intercéder pour la santé du roi et l'avenir de la dynastie. Charles II lui-même devint obsédé par les reliques religieuses et passa des heures en prière, espérant apparemment que la foi pourrait accomplir ce que la médecine et la politique échouaient. Les implications internationales de l'état de santé de Charles II ne peuvent être surestimées. Chaque puissance européenne disposait d'agents à la cour d'Espagne pour rendre compte de l'état de santé du roi et spéculer sur la date de sa mort. Négociations matrimoniales, accords commerciaux et alliances militaires devaient tous tenir compte du fait que l'Espagne était dirigée par un homme susceptible de mourir à tout moment et qui mourrait certainement sans laisser d'héritier. La cour française de Louis XIV observa la situation avec un intérêt particulier, car elle était la plus forte prétendante au trône d'Espagne grâce à diverses relations familiales. Les Habsbourg d'Autriche se posèrent également en héritiers potentiels, arguant que le territoire espagnol devait revenir à la lignée principale des Habsbourg. D'autres puissances européennes formèrent des alliances et des contre-alliances en prévision de l'inévitable guerre qui suivrait la mort de Charles II. Mais l'aspect le plus tragique de l'histoire de Charles II est peut-être le coût humain de l'expérience des Habsbourg sur la pureté génétique. Derrière les manœuvres politiques et les calculs dynastiques se cachait un homme qui souffrait chaque jour des conséquences des choix de ses ancêtres. Il endurait une douleur physique constante, l'isolement social et le tourment psychologique de savoir qu'il était une déception pour tous ceux qui l'entouraient. Les récits contemporains décrivent les efforts de Charles II pour trouver le bonheur malgré les circonstances. Il appréciait apparemment les plaisirs simples, comme assister au divertissement de la cour, même si sa participation était limitée par son état physique et mental. Il témoignait de l'affection à ses animaux de compagnie et semblait trouver du réconfort dans des activités quotidiennes comme la prière et les repas, même si manger était une véritable épreuve pour lui. Sa relation avec sa mère, la reine Mariana, était complexe et troublée. Elle avait passé son enfance à chercher désespérément des remèdes, consultant médecins, prêtres et même guérisseurs traditionnels pour soulager les souffrances de son fils. À mesure qu'il grandissait, elle devenait de plus en plus protectrice, tentant de le protéger des dures réalités de sa situation tout en le poussant à accomplir ses devoirs royaux. La santé de la reine-mère elle-même souffrit du stress lié à l'éducation de Charles II. Elle développa des troubles nerveux et des maladies chroniques que les médecins de la cour attribuèrent à l'inquiétude constante suscitée par l'état de santé de son fils. Ses lettres à sa famille en Autriche révèlent une femme tiraillée entre l'amour pour son enfant et le désespoir quant à son avenir. Le peuple espagnol, quant à lui, ignorait largement l'ampleur des handicaps de son roi.
Les proclamations officielles et les cérémonies publiques étaient soigneusement organisées pour entretenir la fiction de la compétence royale. Lorsque Charles II apparaissait en public, ce n'était que pour des événements brefs et hautement chorégraphiés, où ses limitations pouvaient être dissimulées ou justifiées. Mais des rumeurs se répandirent dans la société espagnole au sujet du roi maudit. Des contes populaires se développèrent sur son état, avec des explications allant des malédictions surnaturelles au châtiment divin pour les péchés royaux. Certaines histoires affirmaient qu'il avait été échangé à la naissance avec un changelin, tandis que d'autres suggéraient qu'il avait été victime de sorcellerie ou d'empoisonnement. L'impact économique du règne de Charles II fut dévastateur pour l'Espagne. L'absence d'un pouvoir central fort permit à la corruption de prospérer au sein du gouvernement. Les politiques commerciales étaient incohérentes et souvent contradictoires, les différents conseillers défendant des programmes concurrents sans directive claire du trône. Les administrations coloniales pâtirent de la prise de conscience par les gouverneurs de la faible probabilité de subir les conséquences de leurs actes. L'armée espagnole, autrefois la force la plus redoutable d'Europe, connut un déclin brutal sous son règne. Privés d'un roi guerrier pour les diriger, les armées espagnoles perdirent bataille après bataille face à des forces françaises, hollandaises et anglaises mieux organisées. La perte de prestige militaire affaiblit encore davantage la position de l'Espagne sur la scène politique européenne et contribua au déclin économique de l'Empire. Ironiquement, les institutions religieuses prospérèrent sous le règne de Charles II. Son obsession pour les questions spirituelles entraîna une augmentation du financement des églises, des monastères et des cérémonies religieuses. L'Inquisition espagnole gagna en influence à mesure que la cour royale s'intéressait de plus en plus aux explications religieuses de la condition du roi. Les arts et la culture espagnole reflétaient l'atmosphère étrange de sa cour. Les peintures de cette période ont souvent un caractère surréaliste, presque cauchemardesque, reflétant la tension psychologique d'une société gouvernée par un homme qui ressemblait davantage à un spectre qu'à un roi. La littérature de l'époque aborde fréquemment les thèmes de la décadence, de la folie et du châtiment divin. À l'aube de la trentaine, l'état de Charles II continua de se détériorer. Les crises devinrent plus fréquentes et plus intenses, durant parfois des heures et le laissant inconscient pendant plusieurs jours. Son élocution, toujours incompréhensible, devint presque totalement inintelligible. Il avait besoin d'une assistance constante pour les activités courantes comme manger, s'habiller et marcher. La question de la succession d'Espagne devenait chaque année plus urgente. Les puissances étrangères faisaient valoir leurs revendications avec plus d'agressivité, et la menace de guerre se faisait plus imminente. Charles II, malgré ses limites mentales, comprenait qu'il tenait le destin de l'Europe entre ses mains. Le poids de cette responsabilité ajoutait à son tourment psychologique. Durant ces dernières années, Charles II s'isola de plus en plus du monde qui l'entourait. Il passait la majeure partie de son temps dans ses appartements privés, entouré d'un petit groupe de serviteurs fidèles qui avaient appris à interpréter ses besoins et ses désirs. Ses journées étaient rythmées par une routine stricte qui lui apportait un certain réconfort dans son état mental chaotique. À cette époque, l'apparence physique du roi était choquante, même pour ceux qui le connaissaient bien. Son corps était émacié, sa peau était grise et sans vie, et ses cheveux étaient clairsemés et blancs malgré son jeune âge. La lèvre des Habsbourg était devenue si prononcée qu'elle dominait ses traits, lui donnant une apparence presque grotesque. Ses difficultés alimentaires s'étaient aggravées au point qu'il ne pouvait plus consommer que des liquides et des aliments très mous. Même ceci lui causait des problèmes, car sa malformation de la mâchoire rendait la déglutition difficile et dangereuse. Il s'étouffait fréquemment avec sa nourriture, nécessitant une surveillance constante pendant les repas. L'impact psychologique de son état sur Charles II devint plus évident avec l'âge. Il développa des fantasmes paranoïaques complexes, imaginant des ennemis tenter de l'empoisonner ou de lui voler son trône. Il passait des heures à examiner sa nourriture à la recherche de signes de contamination et refusait de manger tout ce qui n'avait pas été préparé par un serviteur de confiance. Ses relations avec son épouse, Marie-Anne, devinrent de plus en plus tendues. Elle avait d'abord espéré que la patience et l'attention l'aideraient à surmonter certaines difficultés, mais la réalité de son état finit par anéantir son optimisme. Elle se retira de la vie de cour et passa la majeure partie de son temps dans ses appartements privés, abandonnant de fait son mari à son isolement. Pendant ce temps,
la cour espagnole continuait de fonctionner autour de la fiction de la compétence royale. Des cérémonies étaient célébrées, des décisions étaient prises et les affaires du gouvernement se poursuivaient. Mais chacun comprenait que Charles II n'était qu'une figure symbolique. Le véritable pouvoir résidait entre les mains de conseillers, de ministres et de diplomates étrangers qui manipulaient la situation à leur avantage. La situation internationale devint plus tendue à mesure que sa santé déclinait visiblement. Chaque toux, chaque crise, chaque signe de faiblesse était signalé aux tribunaux étrangers et analysé afin d'en déterminer les implications quant à la date de sa mort. Les préparatifs militaires commencèrent sérieusement, tandis que les puissances européennes se positionnaient pour le conflit à venir. La guerre de succession d'Espagne n'était pas seulement une fatalité politique, c'était l'aboutissement logique de 2 siècles d'expérimentation génétique des Habsbourg. La dynastie qui avait autrefois régné sur la moitié du monde s'était autodétruite, ne laissant derrière elle qu'un homme brisé dont l'existence même témoignait des dangers de privilégier la pureté de la lignée au détriment de la santé humaine. L'histoire de Charles II est devenue un avertissement, même de son vivant. D'autres familles royales européennes, observant le désastre des Habsbourg, commencèrent à reconsidérer leurs propres pratiques matrimoniales. L'extrême consanguinité qui avait caractérisé la noblesse européenne pendant des siècles laissa place à des schémas matrimoniaux plus diversifiés, bien que ce changement fût progressif et se heurta souvent à la résistance des traditionalistes. Les connaissances médicales de l'époque étaient insuffisantes pour comprendre les fondements génétiques de la maladie de Charles II. Mais le lien entre les mariages mixtes et les problèmes de santé de leurs descendants devenait impossible à ignorer. Les médecins de la cour commencèrent à déconseiller discrètement les mariages entre proches parents, bien qu'ils ne disposaient pas des connaissances scientifiques nécessaires pour expliquer les dangers de telles unions. Pendant ce temps, le peuple espagnol souffrait sous le règne de son roi incapable. Les problèmes économiques s'accumulaient, le commerce déclinant et les revenus coloniaux diminuant. Les troubles sociaux s'intensifiaient, le gouvernement se révélant incapable de répondre aux préoccupations des citoyens ordinaires. Le fier empire espagnol, qui avait autrefois dominé la politique européenne, était réduit à l'ombre de lui-même. Les dernières années de Charles II furent marquées par un désespoir croissant quant à sa succession. Il savait qu'il n'aurait jamais d'enfant, mais il s'accrochait à l'espoir qu'un miracle préserverait la lignée des Habsbourg. Il consulta médecins, prêtres et même guérisseurs populaires, cherchant le remède qui lui permettrait de remplir ses obligations dynastiques. La dévotion religieuse du roi atteignit des sommets durant cette période. Il passait chaque jour des heures en prière, se prosternant souvent devant des reliques religieuses et implorant l'intervention divine. Ses appartements étaient remplis d'objets religieux, et il avait constamment besoin de conseils spirituels de la part de prêtres et de conseillers. Son état mental devint de plus en plus fragile à mesure que la réalité de sa situation l'accablait. Il souffrait de dépression sévère, d'anxiété et de délire paranoïaque. Il lui arrivait de refuser de quitter ses appartements pendant des jours, convaincu que des ennemis l'attendaient pour lui nuire. À d'autres moments, il s'agitait et exigeait d'être conduit à divers lieux de culte du palais. Sa détérioration physique continuait inexorablement. À la fin de la trentaine, Charles II ressemblait à un septuagénaire. Son corps était si faible qu'il pouvait à peine marcher, même avec assistance. Son système digestif était si affaibli qu'il ne pouvait tolérer que les aliments les plus basiques, et même ceux-ci lui causaient un inconfort important. Ses crises devenaient plus fréquentes et plus intenses, se produisant parfois plusieurs fois par jour. Après chaque épisode, il restait inconscient pendant des heures, laissant le tribunal dans l'incertitude quant à sa survie. Ces crises étaient particulièrement terrifiantes pour les observateurs, car les traits déjà déformés de Charles II devenaient encore plus grotesques lors des convulsions. Les implications internationales de chaque crise sanitaire étaient considérables. Les ambassadeurs maintenaient une vigilance constante, prêts à signaler à leur gouvernement toute évolution de l'état du roi. Partout en Europe, les commandants militaires maintenaient leurs forces prêtes à intervenir, sachant que la mort de Charles II déclencherait la plus grande guerre européenne depuis des décennies. Le gouvernement espagnol, tel qu'il était, fonctionnait dans un état de crise constante. Les décisions importantes étaient reportées indéfiniment, tandis que les ministres attendaient de voir si le roi survivrait à sa dernière urgence sanitaire.
La politique devint réactive plutôt que proactive. Les diplomates espagnols n'ayant pas l'autorité nécessaire pour prendre des engagements à long terme, l'économie en pâtit. Les accords commerciaux devinrent difficiles à négocier, les marchands n'étant pas certains que l'Espagne subsisterait en tant qu'État cohérent dans les mois à venir. L'administration coloniale devint de plus en plus chaotique, les gouverneurs réalisant que leurs ordres de Madrid pourraient être obsolètes à leur arrivée. L'armée espagnole, autrefois terreur de l'Europe, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les officiers savaient qu'ils servaient un roi incapable de les mener au combat et qui pouvait mourir à tout moment. Le moral s'effondra et les désertions explosèrent, les soldats remettant en question leur loyauté envers une dynastie qui semblait maudite. Le tissu social espagnol commença à se déliter sous la pression. L'autorité traditionnelle de la monarchie fut minée par l'incompétence manifeste du roi. Les gouverneurs régionaux commencèrent à revendiquer davantage d'indépendance, et les nobles locaux à remettre en question leurs obligations envers le gouvernement central. Les institutions religieuses gagnèrent paradoxalement en influence durant cette période de chaos politique. L'Inquisition espagnole développa ses activités, affirmant que la condition du roi était une punition divine pour son laxisme religieux. Prêtres et moines se retrouvèrent consultés sur des questions politiques, tandis que les fonctionnaires désespérés cherchaient des solutions spirituelles à des problèmes temporels. Les arts et la littérature de l'époque reflétaient l'atmosphère étrange de la cour de Charles II. Les peintres créaient des œuvres qui semblaient saisir le caractère surréaliste d'un royaume gouverné par un fantôme vivant. Les écrivains composaient des récits et des poèmes abordant les thèmes de la folie, de la décadence et du jugement divin, utilisant souvent des références à peine voilées à la famille royale. Charles II lui-même prit de plus en plus conscience de son rôle de symbole de l'échec dynastique. Malgré ses limitations mentales, il comprit que sa seule existence était une source de honte et d'embarras pour sa famille et son royaume. Cette conscience ajouta à son tourment psychologique et contribua à son isolement croissant du monde qui l'entourait. Ses tentatives pour trouver un sens à sa souffrance l'ont conduit à des rituels religieux de plus en plus élaborés. Il passait des journées entières en prière, refusant parfois de boire ou de manger pour se purifier spirituellement. Il était obsédé par l'idée que son état était une épreuve divine et qu'une dévotion sincère pourrait mener à une guérison miraculeuse. La reine-mère, Marianne d'Autriche, observait avec une horreur croissante la détérioration de l'état de son fils. Elle avait passé sa vie entière à chercher des solutions à ses problèmes, consultant tous les médecins, prêtres et guérisseurs populaires qu'elle pouvait trouver. Alors qu'il entrait dans ses dernières années, elle commença enfin à accepter qu'il n'existait aucun remède au désastre génétique qui avait frappé sa famille. Sa santé déclina rapidement durant cette période. Le stress lié aux soins à donner à Charles II et à la gestion de la crise politique qui en découlait affecta gravement son bien-être physique et mental. Elle développa des troubles nerveux et des maladies chroniques que les médecins attribuèrent à l'inquiétude constante pour l'avenir de son fils. La situation internationale devenait de plus en plus précaire de mois en mois. Les grandes puissances européennes avaient pratiquement abandonné l'idée que Charles II puisse donner naissance à un héritier et planifiaient désormais ouvertement le partage de l'Empire espagnol. Des traités furent négociés, des armées déployées et des alliances diplomatiques nouées en prévision de la guerre à venir. Pendant ce temps, le peuple espagnol commençait à perdre totalement confiance en sa monarchie. Le contraste entre le passé glorieux de l'Empire espagnol et le présent pathétique de son roi invalide était trop flagrant pour être ignoré. Chansons et contes populaires commencèrent à tourner en dérision la famille royale, tout en évitant soigneusement toute critique directe susceptible d'attirer l'attention de l'Inquisition. Le déclin économique s'accéléra à mesure que la confiance internationale dans la stabilité espagnole s'évanouissait. Les marchands exigeaient le paiement immédiat des marchandises, peu disposés à accorder du crédit à un royaume qui pourrait disparaître d'ici quelques mois. Les routes commerciales coloniales se déplacèrent vers d'autres puissances européennes, réduisant encore les revenus espagnols. La situation militaire devint désespérée, les ennemis de l'Espagne sentant la faiblesse du pays. Les forces françaises pressaient les positions espagnoles le long des Pyrénées, tandis que les flottes hollandaises et anglaises défiaient la navigation espagnole dans l'Atlantique. L'armée espagnole, démoralisée et mal dirigée, enchaînait défaite sur défaite. Les dernières années de Charles II furent marquées par un sentiment croissant de catastrophe apocalyptique.
Il semblait comprendre que sa mort déclencherait une guerre catastrophique qui détruirait l'empire bâti par ses ancêtres. Cette connaissance ajouta à son tourment psychologique et contribua à son comportement de plus en plus erratique. Les problèmes alimentaires du roi s'aggravèrent au point qu'il parvenait à peine à absorber suffisamment de nutriments pour survivre. Son poids a chuté à des niveaux dangereusement bas, et son système immunitaire, déjà affaibli, s'est encore aggravé. Il souffrait d'infections et de maladies constantes qui auraient été des problèmes mineurs pour une personne en bonne santé. Son élocution, toujours incompréhensible, est devenue presque totalement inintelligible. Il communiquait principalement par gestes et expressions faciales, même si ces derniers étaient limités par ses malformations physiques. Son isolement devint presque total, de moins en moins de personnes comprenant ses besoins et ses désirs. Les crises qui l'avaient tourmenté toute sa vie devinrent plus fréquentes et plus graves, se produisant parfois plusieurs fois par jour et le laissant inconscient pendant des heures. Après chaque crise, il se réveillait confus et désorienté, souvent inconscient de l'endroit où il se trouvait et de ce qui s'était passé. L'impact psychologique de son état s'accentua à mesure que son état mental se dégradait. Il développa des fantasmes paranoïaques complexes, imaginant des ennemis tenter de lui nuire, et il devint de plus en plus méfiant envers son entourage. Il passait des heures à examiner sa nourriture à la recherche de traces de poison et refusait de faire confiance à quiconque, hormis à un petit groupe de serviteurs loyaux. Sa relation avec sa femme, Maria Anna, s'était détériorée au point qu'il se voyait rarement. Elle avait pratiquement abandonné tout espoir de guérison et s'était retirée de la vie de cour. Le mariage arrangé pour donner naissance à un héritier au trône d'Espagne était devenu une source de tourments mutuels. La cour espagnole continuait de fonctionner autour de la fiction de la compétence royale, mais cette mascarade devenait de plus en plus difficile à maintenir. Les diplomates rapportaient à leur gouvernement le comportement étrange et l'incapacité manifeste du roi, démontrant clairement que l'Espagne était de fait dépourvue de leadership. La situation internationale atteignit un point critique, la santé de Charles II déclinant visiblement. Toutes les puissances européennes se préparaient à la guerre, et la question n'était plus de savoir si l'Empire espagnol survivrait, mais comment il serait partagé entre les vainqueurs. L'existence même du roi était devenue un obstacle à la paix. Le peuple espagnol, quant à lui, commençait à se préparer à l'inévitable. Les gouverneurs régionaux commencèrent à affirmer davantage leur indépendance, se positionnant pour survivre au chaos qui s'annonçait. Les nobles locaux commencèrent à remettre en question leur loyauté envers une dynastie qui semblait condamnée. Le tissu social espagnol se délite tandis que le centre du pouvoir s'effondre. Les derniers mois de la vie de Charles II furent marqués par un désespoir croissant et une diminution de ses capacités physiques. Il pouvait à peine quitter ses appartements, et lorsqu'il apparaissait en public, ce n'était que pour de brefs événements soigneusement orchestrés. Son apparition était si choquante que les visiteurs exprimaient souvent leur incrédulité quant à la présence du roi d'Espagne. Ses difficultés alimentaires étaient devenues si graves qu'il ne pouvait consommer que des liquides et des aliments mous. Même ces aliments lui causaient des problèmes, car sa malformation de la mâchoire rendait la déglutition difficile et dangereuse. Il nécessitait une surveillance constante pendant les repas pour éviter les étouffements. Les crises continuaient de le tourmenter, de plus en plus fréquentes et intenses. Après chaque épisode, il restait inconscient pendant de longues périodes, laissant le tribunal dans l'incertitude quant à sa survie. Ces crises étaient particulièrement perturbantes pour les observateurs, car ses traits, déjà déformés, devenaient encore plus grotesques lors des convulsions. Son état mental s'était détérioré au point qu'il était souvent désorienté par son environnement et incapable de reconnaître des visages familiers. Il lui arrivait d'appeler des proches décédés ou de réagir à des hallucinations que lui seul pouvait percevoir. L'impact psychologique de son état était devenu aussi handicapant que ses problèmes physiques. Les implications internationales de chaque crise sanitaire furent considérables. Les ambassadeurs maintinrent une vigilance constante, prêts à signaler à leur gouvernement toute évolution de l'état de santé du roi. Partout en Europe, les commandants militaires maintinrent leurs forces en alerte, sachant que la mort de Charles II déclencherait la plus grande guerre européenne depuis des décennies. Le 1er novembre 1700, Charles II d'Espagne mourut à l'âge de 34 ans. Son corps, ravagé par une vie de maladies génétiques, finit par se rendre à l'inévitable.
Les médecins de la cour, qui avaient passé des décennies à tenter de traiter des maladies qu'ils ne comprenaient pas, enregistrèrent sa mort avec un mélange de soulagement et d'effroi. Ces derniers instants furent aussi tragiques que l'avait été toute sa vie. Il mourut seul, à l'exception de quelques domestiques, sa femme s'étant retirée de la cour. Ses derniers mots furent, paraît-il, incompréhensibles, ultime témoignage des difficultés d'élocution qui le tourmentaient depuis son enfance. La lèvre des Habsbourg, qui avait défini son apparence, demeura proéminente, même après sa mort. Avec la mort de Charles II, la lignée des Habsbourg d'Espagne prit fin à jamais. L'empire qui régnait autrefois sur la moitié du monde se retrouva sans héritier, déclenchant la guerre de succession d'Espagne qui allait remodeler la politique européenne pour la décennie suivante. L'expérience génétique, si prometteuse au XVe siècle, avait abouti à l'extinction de l'une des dynasties les plus puissantes d'Europe. L'autopsie du corps de Charles II révéla l'ampleur de la catastrophe génétique. Ses organes furent décrits par les médecins comme putréfiés et corrompus, bien qu'ils ne disposaient pas des connaissances scientifiques nécessaires pour comprendre que ces anomalies résultaient de siècles de consanguinité. Son cerveau était plus petit que la normale. Son système digestif était gravement mal formé et ses organes reproducteurs étaient si sous-développés qu'il n'aurait jamais pu engendrer d'enfants. Le peuple espagnol reçut la nouvelle de la mort de son roi avec un mélange de chagrin et de soulagement. S'il pleurait la fin de sa dynastie royale, beaucoup comprirent que les souffrances de Charles II avaient enfin pris fin. L'empire qu'il laissait derrière lui était en faillite, militairement faible et politiquement fragmenté au l'ombre de la grande puissance qu'il avait été autrefois. Les conséquences internationales furent immédiates et catastrophiques. Quelques jours après la mort de Charles II, les armées européennes se mirent en marche. La guerre de succession d'Espagne allait faire rage pendant 13 ans, coûtant la vie à des centaines de milliers de personnes et modifiant profondément l'équilibre des pouvoirs en Europe. Le désastre génétique de la famille des Habsbourg était devenu une catastrophe continentale. L'impact le plus durable de l'histoire de Charles II fut peut-être la leçon qu'elle enseigna sur les dangers de l'isolement génétique. D'autres familles royales européennes, témoins du désastre des Habsbourg, commencèrent à reconsidérer leurs propres pratiques matrimoniales. L'extrême consanguinité qui avait caractérisé la noblesse européenne pendant des siècles commença à céder la place à des modèles plus diversifiés, bien que le changement fût progressif et se heurta souvent à des résistances. L'histoire de Charles II devint un récit édifiant qui résonna à travers les siècles. Il s'agissait d'une dynastie qui avait conquis des empires, accumulé d'immenses richesses et exercé un pouvoir sans précédent, mais qui s'était autodétruite par sa quête systématique de pureté génétique. La reine qui avait donné naissance à ce monstre avait donné vie à l'incarnation vivante de l'orgueil royal dans les couloirs obscurs de l'Alcazar de Madrid, là où notre histoire avait commencé. Le silence s'abattit enfin. Les cris de l'accouchement qui avaient résonné dans ces couloirs 35 ans plus tôt avaient été remplacés par le silence de la mort. L'expérience génétique, commencée avec tant de confiance, s'était soldée par un échec, ne laissant derrière elle que le souvenir d'un homme brisé dont l'existence même témoignait de l'horreur de ce qui arrive lorsque la pureté du sang prime sur la santé humaine. La lèvre des Habsbourg disparut des cours royales européennes, mais la leçon demeura. Certaines victoires ont un prix trop élevé, et certains monstres naissent non pas du mal, mais des choix calculés de ceux qui croyaient pouvoir améliorer la nature elle-même. En fin de compte, la reine qui avait donné naissance à un monstre n'avait fait qu'engendrer l'inévitable conclusion du pari génétique de sa famille, un pari qui leur avait tout coûté.